En l'espace de 2 ans, de l'été 1931 à l'été 1933, 6 millions de Soviétiques, dans leur immense majorité des paysans, moururent de faim au cours de la dernière grande famine européenne. 4 millions en Ukraine et dans les riches plaines céréalières du Kouban et du Don, majoritairement peuplées d'Ukrainiens, bien qu'administrativement rattachés à la Russie, 1,5 million au Kazakhstan et plusieurs centaines de milliers dans la région de la Volga. Cette catastrophe ne fut pas une famine comme les autres, dans la lignée des nombreuses famines qu'avait connues à intervalles réguliers la Russie tsariste. Elle ne fut précédée d'aucun de ces cataclysmes météorologiques, sécheresses ou inondations, qui créent les conditions d'une telle catastrophe. Elle fut en réalité la conséquence directe d'une politique, celle de la collectivisation forcée des campagnes, mise en œuvre à partir du début de l'année 1930 par Staline et le gouvernement soviétique. Elle fut en outre aggravée par la volonté du régime de briser les résistances paysannes à la collectivisation par l'arme de la faim. Jusqu'à la perestroïka gorbatchevienne, cette famine fut totalement passée sous silence par le régime soviétique qui couvrit de sa propagande les quelques voix qui à l'étranger avaient en vain tenté d'attirer l'attention sur cette tragédie. Il faut dire qu'il y fut grandement aidé par un certain nombre de témoignages sollicités, tel celui d'Édouard Herriot, l'un des hommes politiques français les plus influents des années 1930, président du Conseil et leader du Parti radical, qui, invité du gouvernement soviétique à l'été 1933, affirma péremptoirement, après avoir passé dûment encadré quelques jours en Ukraine, qu'il n'y avait vu que des jardins potagers de kolkhozes remarquablement cultivés, des récoltes admirables. Malgré les nombreux témoignages rassemblés par la communauté ukrainienne émigrée aux États-Unis et au Canada, il fallut attendre le milieu des années 80 pour voir paraître, sous la plume de l'historien britannique Robert Conquest, le premier ouvrage majeur consacré aux famines soviétiques du début des années 30. Robert Conquest y démontrait la responsabilité directe de Staline dans cette tragédie. Une tragédie imputable aux prélèvements prédateurs totalement disproportionnés par rapport aux récoltes, brutalement imposés par le gouvernement stalinien sur la production des kolkhozes, notamment en Ukraine, la région agricole la plus riche et la plus réfractaire à la collectivisation des campagnes. Avec la disparition de l'URSS et l'ouverture des archives soviétiques, l'accès à un certain nombre de sources longtemps fermées, comme par exemple les résolutions secrètes du Politburo, la plus haute instance du parti, la correspondance entre Staline et ses plus proches collaborateurs, les rapports de la police politique sur la situation dans les campagnes, ou encore les lettres de paysans affamés interceptées par la censure postale pour éviter que la nouvelle de la famine ne se répandît à travers le pays, tous ces documents ont permis aux historiens de mieux comprendre les causes de la famine, d'analyser les mécanismes politiques et économiques à l'œuvre, d'évaluer les responsabilités des plus hauts dirigeants soviétiques dans la genèse, puis dans l'aggravation intentionnelle de la famine, de rendre compte enfin des souffrances indicibles endurées par les populations affamées, privées de tout secours, empêchées par des cordons de troupes de quitter leur village, bref, soumises, il faut bien le dire, à un véritable blocus, à un châtiment par la faim pour avoir résisté à l'imposition du système collectiviste vécu par la plupart des paysans comme un second servage. Depuis le début des années 90, la redécouverte de la famine a joué en Ukraine un rôle absolument crucial dans le débat politique, dans la confrontation entre partisans d'une rupture avec la Russie et partisans d'un maintien de liens étroits avec le grand frère russe. Le Holodomor, nouveau terme forgé en Ukraine pour définir l'extermination de masse par la faim et son caractère intentionnel. En effet, le mot de Holodomor résulte de la fusion des mots Golod, la faim, et Moriti, tué par privation, affamé. Le Holodomor a non seulement occupé le centre du débat politique et culturel, il est devenu partie intégrante du processus de reconstruction étatique et nationale
dans l'Ukraine post-soviétique. Ainsi, en novembre 2006, le Parlement de la République d'Ukraine a solennellement reconnu la famine de 1932-33 comme un génocide perpétré par le régime de Staline contre le peuple ukrainien. Cette qualification, qui n'a pas été reconnue par les Nations Unies, fait aujourd'hui débat entre les historiens. Autant dire qu'aujourd'hui, les grandes famines soviétiques du début des années 30, et tout particulièrement la famine ukrainienne, sont devenues enfin, après des décennies de silence total sur la question, un véritable sujet d'histoire, mais aussi un enjeu majeur de mémoire. Et il était grand temps que la lumière fût enfin faite sur le plus grand crime de masse du stalinisme. Un crime qui, par son ampleur, ne peut être comparé qu'au crime nazi perpétré une dizaine d'années plus tard, ou encore au crime du communisme maoïste, tels que la terrible famine chinoise de la fin des années 50, consécutive au grand bond en avant, une tragédie encore méconnue, mais dont les causes et les enchaînements ne sont pas sans rappeler ceux qui ont conduit aux grandes famines soviétiques du début des années 30. On ne peut comprendre les grandes famines du début des années 30 en URSS sans les replacer dans leur contexte, c'est-à-dire celui de la collectivisation forcée des campagnes et du projet stalinien de transformation accélérée du pays en une grande puissance industrielle et militaire lancé à la fin des années 20. À cette date, le régime soviétique n'existe, rappelons-le, que depuis 12 ans. À bien des égards, le pays où les bolcheviks ont pris le pouvoir en octobre 1917 vient tout juste de rattraper le niveau de développement économique et social atteint par la Russie tsariste en 1913, avant le cataclysme de la Grande Guerre, des révolutions de 17 et des guerres civiles qui ravagèrent le pays 4 années durant, jusqu'à la fin de 1921. À la fin des années 20, plus de 85% de la population soviétique vit encore de l'agriculture et l'on ne compte guère plus de 3 millions d'ouvriers dans l'industrie, une proportion tout à fait négligeable pour une population totale évaluée à quelques 150 millions d'habitants. Ainsi, le régime de la dictature du prolétariat prôné par le Parti communiste au pouvoir paraît bien fragile dans un pays majoritairement rural. Je rappelle qu'en 1917, les bolcheviks avaient su très habilement s'allier la masse de la paysannerie en lui promettant le partage des terres des grands propriétaires. Rapidement, toutefois, les relations entre les bolcheviks et les paysans s'étaient tendues dès lors que Lénine avait tenté, en 1919-1920, de forcer le cours de l'histoire en supprimant le commerce privé et en prônant le passage à des formes collectives d'exploitation agricole. La résistance acharnée de la paysannerie contraignit début 1921, je le rappelle, le régime bolchevique à reculer et à proclamer la nouvelle politique économique ou NEP. L'impôt remplaça les réquisitions, les paysans furent autorisés à vendre librement leurs produits et les tentatives de collectiviser autoritairement les exploitations paysannes furent pour un temps stoppées. Dans les années 1920, la paysannerie soviétique, une paysannerie de micro-propriétaires, je rappelle que plus de 90% des exploitants possédaient moins de 3 vaches et exploitaient des lopins inférieurs à 5 hectares par famille, cette paysannerie consommait la quasi-totalité de ce qu'elle produisait. Il ne restait donc pas grand-chose pour la consommation des villes, sans parler d'exportation. Les paysans n'étaient guère intéressés à vendre leur maigre surplus aux organismes étatiques d'achat des produits agricoles. Les prix proposés par l'État étaient en effet très bas, bien inférieurs au prix du marché libre. Les pénuries permanentes de marchandises et de produits manufacturés n'incitaient guère en outre les paysans à vendre, et dans cette situation, fort logiquement, ceux-ci se contentaient de produire en fonction de leurs propres besoins. Pour Staline, donc, le régime soviétique se retrouvait ainsi à la merci d'une paysannerie de petits propriétaires capitalistes, ressentis comme une force sociale rétrograde et hostile qui risquait à tout moment de prendre en otage les villes et la classe ouvrière, bastion
du pouvoir communiste. C'est à cause de la structure socio-économique du secteur agricole, dominée par des dizaines de millions de petits producteurs privés, que l'industrie, argumentait Staline, peinait à se développer dans un environnement international hostile et un état de sous-développement chronique. Comment les capitaux nécessaires à l'industrialisation pourraient-ils être obtenus, sinon par un prélèvement massif à des prix dérisoires dictés par l'État de la production agricole? Pour que cette accumulation socialiste primitive, telle était l'idée de Staline, puisse se réaliser, il fallait au préalable casser les mécanismes du marché et regrouper les paysans de gré ou de force dans des exploitations collectives, kolkhoz, c'est-à-dire des fermes à statut coopératif, ou sovkhoz, des fermes d'État fortement mécanisées ou plus exactement tractorisées. Seule la collectivisation permettrait ainsi à l'État de disposer d'un approvisionnement régulier et quasiment gratuit en céréales et en produits de l'élevage pour nourrir les villes et financer, par des exportations massives, l'industrialisation du pays, en instaurant de surcroît un véritable système de contrôle administratif et politique sur la paysannerie.